D'abord, je voudrais dire à quel point je suis heureuse d'être là. Je retourne à mes racines, puisque j'ai fait mon Master 2 ici, à la Manufacture des Tabacs, il y a quelques années, mais pas très longtemps quand même. Donc je suis particulièrement contente d'être là. Je m'inscris dans un panel un peu diversifié, c'est bien. Donc on a parlé cyber, Dominique a parlé souveraineté. Moi je vais revenir à des sujets plus juridiques, c'est ma casquette de juriste. Je m'en excuserai presque après ce qu'a dit Dominique, mais je conclurai quand même aussi sur la souveraineté. Donc moi, je vais essayer de vous parler de la protection des données telle qu'elle est prévue dans le règlement relatif à l'espace européen de données de santé et à l'articulation qu'il y a avec le RGPD. Peut-être juste pour me resituer, donc moi je travaille au ministère de la Santé, à la délégation au numérique en santé, et c'est nous, la DNS, qui portions la voix française dans les négociations du règlement européen. Donc pour le coup, j'ai beaucoup travaillé sur ce texte pendant les 2 dernières années. On est d'abord très heureux de l'aboutissement, même si on est parfaitement conscient qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'attentes et aussi quelques inquiétudes. Donc c'est nous qui serons chargés également de l'adaptation du droit national, qui sera quand même nécessaire pour que le règlement s'applique effectivement en France. Mais globalement, on est très heureux que ce texte ait pu aboutir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il s'inspire pas mal de choses qu'on connaît déjà en France. Donc pour le coup, on a infusé, je crois, pas mal, modestement, même si on n'a pas le droit de le dire normalement. Mais c'est filmé, j'avais oublié. Donc on n'a pas du tout infusé ce texte. Voilà, donc en gros, peut-être pour réagir, malheureusement je n'ai pas pu être là hier, mais pour réagir aux quelques remarques que j'ai entendues en fin de matinée et aux questions que je connais, parce qu'en ce moment on est pas mal sollicité et challengé sur ces sujets-là. Il change beaucoup de choses, mais pas tant que ça finalement. On a de quoi capitaliser en France sur des sujets qu'on maîtrise très bien, pour le coup. On est vraiment hyper à la pointe sur les sujets aussi bien de numérisation de l'usage primaire que de réutilisation des données à des fins secondaires. Donc on est relativement confiant. On va avancer, on va poser des questions et on va vous les poser aussi, les poser au sens large, puisqu'on va aussi associer évidemment beaucoup l'écosystème dans la construction des adaptations nationales qu'il faudra qu'on fasse pour l'application du règlement. J'arrête ce propos introductif un peu long et j'en viens à quelques points sur lesquels du coup j'ai souhaité faire un focus. Alors évidemment c'est super frustrant pour moi parce que moi j'aimerais vous parler de tout le règlement, de tous les chapitres pendant des heures et des heures. Donc là j'ai dû faire un choix qui est totalement arbitraire, vous m'en excuserez, mais du coup j'ai essayé peut-être de faire un focus sur des sujets dont on parle un peu moins dans le règlement parfois. Donc d'abord, premier sujet, l'articulation entre le règlement et le RGPD, ça on en parle et j'imagine que vous en avez déjà parlé depuis hier. Ensuite, la question de nouvelles autorités qui vont être désignées, qui vont être là pour préserver justement les droits des personnes, et c'est quand même important de les évoquer. Ensuite, je rentrerai un peu dans les droits des personnes qui sont consacrés dans ce règlement. Et je terminerai sur la question de la souveraineté, qui se traduit par un sujet de localisation des données dans le règlement européen. Peut-être un premier sur le premier thème, je ne sais pas, oui voilà. Alors donc articulation entre EEDS, alors EEDS ou EHDS, hein, vous m'excuserez, des fois j'utilise indifféremment l'un ou l'autre terme, et le RGPD. Ce qui peut surprendre et ce qui surprend parfois le lecteur du règlement, c'est qu'il n'est pas du tout question, ou très peu des questions de cybersécurité justement. Ben, c'est fait exprès. Parce que justement, ça s'articule avec tout un tas d'autres textes européens, avec le paquet cyber. Donc voilà pourquoi il est même moins disant, la version du texte adoptée est moins disante sur ce sujet que la version initiale de la Commission. Parce que les débats ont fait surgir le fait que c'était peut-être pas nécessaire de prendre encore des mesures de sécurité spécifiques dans ce règlement-là, alors même qu'il y a un grand nombre de textes qui interviennent sur la cyber. Donc il n'a pas vocation finalement à adresser ce sujet-là.
Sur l'articulation avec le RGPD, peut-être un point concernant le périmètre des données. Ça paraît évident, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais je me permets quand même de le souligner parce que ça va mieux en le disant. Le périmètre du règlement, il est beaucoup plus large que le périmètre du RGPD. Donc il ne faut pas s'y tromper. Évidemment que le premier réflexe que nous, les juristes ou tout le monde, le grand public a quand on parle de données de santé, tout le monde pense à un dossier médical, tout le monde pense à mes données de santé. Eh bien non, bien sûr, le règlement, il embrasse tout un tas d'autres données qui ne sont pas des données personnelles, soit parce qu'elles ont été anonymisées, soit parce que, par conception, elles ne sont pas des données personnelles, elles concernent le nombre de lits dans un hôpital et autres statistiques, par exemple. Donc ça me paraît important de le rappeler parce que parfois, il y a une certaine confusion qui peut intervenir sur ces sujets, notamment quand on parle d'utilisation secondaire et, par exemple, quand on parle du rôle de la Commission nationale informatique et liberté, puisqu'elle n'a vocation à intervenir que sur les données à caractère personnel. Ceci étant dit, si on fait un focus maintenant sur finalement les droits qui sont conférés aux personnes concernées, parce que finalement c'est ça qui est important avec le RGPD, en tout cas de mon point de vue. Dominique disait tout à l'heure que le droit régule et fait peu, c'est vrai. Mais pour le coup, quand on crée des droits pour les personnes, ces personnes, elles peuvent les exercer. Et c'est là que l'action intervient et le contrôle aussi citoyen. Donc finalement, les deux textes s'articulent relativement bien, puisque chaque fois que on fait face à des droits qui sont des droits sur des données à caractère personnel, finalement le RGPD s'appliquera. Et j'y reviendrai un peu plus en détail sur l'articulation des interventions des autorités compétentes. Et ce que fait le règlement, c'est que parfois, par petites touches, il vient compléter un droit qui existe déjà dans le RGPD. Il vient le rendre un peu plus absolu, un petit peu plus facile, un petit peu plus poussé et l'entourer d'un plus grand nombre de garanties. Peut-être alors je ne veux pas trop revenir sur la distinction entre usage primaire et usage secondaire qui sont les deux volets du règlement, j'imagine que vous en avez déjà beaucoup parlé, mais juste pour vous rappeler que s'agissant des droits des personnes, là aussi cette distinction elle est importante et elle intervient aussi, donc on se resitue toujours dans alors je ne dirais pas une dichotomie, je dirais plutôt une complémentarité donc entre ce qui se passe pour l'usage primaire et ce qui se passe pour l'usage secondaire. Et donc, si on commence par l'usage primaire, et quand on se situe sur le sujet des autorités qui vont être créées pour contrôler, pour assurer le respect du règlement, il y a deux grands organismes qui vont être créés. Une pour l'usage primaire qui s'appelle l'autorité de santé numérique, qui devrait être créée dans chaque État membre, et une pour l'usage secondaire qui s'appelle l'organisme responsable de l'accès aux données en français, et qui s'appelle le HDAB, donc en anglais, vous avez dû déjà en parler. Et je vais y revenir un petit peu sous l'angle droit des personnes et autorité de contrôle. Alors, pour commencer par l'autorité de santé numérique, j'ai listé sur la slide, j'imagine que vous aurez les slides après, qu'elles seront partagées et que vous pourrez les consulter. Je ne vais pas égrener toutes les missions de l'autorité de santé numérique. Grosso modo, donc c'est un organisme qui doit être créé dans chaque État membre. Et en France, on peut dire que ça regroupe un petit peu certaines missions du ministère de la Santé, pour le coup, certaines missions de l'Agence du numérique en santé, et puis certaines missions un peu autres et un peu plus nouvelle. Donc, elle est chargée de veiller au respect des dispositions du chapitre 2 de tout l'usage primaire. Et donc, elle peut et elle recevra, le cas échéant, les réclamations des particuliers, par exemple, qui ne verraient pas leurs droits respectés. Je reviendrai après sur les droits des personnes. Et elle va, du coup, étroitement collaborer par exemple avec la CNIL, lorsque ce droit porte sur une donnée personnelle. Donc ça, c'était pour l'usage primaire. Et pour l'usage secondaire, donc on a le
HDAB, je suis désolée, je l'appelle comme ça parce que c'est plus court, tout simplement, l'organisme responsable de l'accès aux données. Donc là encore, il est chargé de tout un tas de missions dont vous avez déjà dû, j'imagine, beaucoup parler. Et bien lui aussi, il va être chargé, il va être vraiment la cheville ouvrière de l'exercice des droits par la personne concernée, de la transparence, de la coopération avec les autorités de contrôle et de protection des données, et de la coopération aussi, bien sûr, au niveau européen. Alors, si on en vient maintenant sur les droits en eux-mêmes, hein, concrètement, quels sont ces droits nouveaux, on va dire, qui sont reconnus aux personnes? Alors, pour nous, en France, il n'y a pas une réelle nouveauté extraordinaire. Il y a des renforcements, des ajustements, mais je ne dirais pas que le règlement nous apporte des choses tellement nouvelles parce qu'on était déjà assez avancé dans ce qui se fait en pratique. Donc, pour faire court, si on doit retenir une grande idée, pour l'usage primaire, on va dire que le règlement instaure un accès direct et en ligne au dossier médical. Ça, c'est la nouveauté. Et dans les 27 États membres, hein, voilà. Et pour l'usage secondaire, on va dire qu'on a un droit à l'information qui est considérablement renforcé, une forme de transparence vis-à-vis du citoyen qui est considérablement renforcée, avec un droit d'opposition à la réutilisation secondaire. J'y reviendrai bien sûr. Si on s'attarde un instant sur les droits qui sont consacrés dans le règlement pour ce qui concerne l'usage primaire, donc en gros les dossiers médicaux, pour faire simple, on a plusieurs droits qui, là encore, vous le verrez, vous les reconnaîtrez, enfin, ils sont relativement connus, hein. On a d'abord un droit d'opposition à l'accès à ces données par un professionnel de santé. Alors, on parle souvent de droit d'opposition / versus consentement. Le règlement prévoit un droit d'opposition. Et le règlement dit que les États membres peuvent renforcer cette disposition-là et transformer ce droit d'opposition en consentement préalable pour certaines catégories de données particulièrement sensibles, par exemple pour les données génétiques. Donc ça fait partie des marges de manœuvre que le règlement laisse aux États membres. Il y a un certain nombre de dispositions pour lesquelles le règlement laisse de la marge de manœuvre aux États membres, à charge pour la France de savoir si elle actionnera ou pas cette marge de manœuvre. Ensuite, je l'évoquais juste avant, donc il y a un droit d'accès direct et gratuit au dossier médical, donc ça c'est quand même une nouveauté. Alors en France, on a déjà Mon Espace Santé qu'évoquait Dominique tout à l'heure. Donc là, nous en pratique, on a déjà, en tout cas, alors c'est pas un droit d'accès absolu à tous les éléments et tous les dossiers médicaux qu'on détient, aussi bien à l'hôpital ou en ville, etc. Mais enfin, on a quand même un dossier national dans lequel remonte aujourd'hui pas mal de documents de santé pour lesquels la personne a un accès direct et gratuit en ligne. Le règlement prévoit le droit de rajouter des éléments dans ce dossier médical, le droit de les rectifier certaines données, il prévoit un droit à la portabilité de ces données et il prévoit, il sanctuarise aussi quelque chose qui existe dans Mon Espace Santé qui est le droit de masquer certains documents, en gros de maîtriser finalement la visibilité qu'on va donner aux documents qui sont dans son dossier médical. Ça vaut pour les dossiers médicaux nationaux, ça vaut aussi pour le partage des documents médicaux qui pourront se faire au niveau européen, puisque j'imagine que vous l'avez évoqué depuis hier, il y a donc un partage transfrontalier des documents pour le suivi et la prise en charge du patient européen partout où il se promène dans tous les États membres. Voilà pour ce qui concernait l'usage primaire. Et pour ce qui concerne l'usage secondaire, qui est certainement le sujet dont on parle le plus et sur lequel il y a le plus de littérature finalement sur le règlement, on parle beaucoup plus de l'usage secondaire des données que de l'usage primaire, et beaucoup d'encre a coulé, il y a eu beaucoup de contributions publiques, beaucoup d'articles parus sur ces questions-là. Donc pour la grande idée à retenir, donc je vous le disais, c'est d'abord un droit à l'information qui est vraiment renforcé vis-à-vis de la personne concernée. Et puis, un droit d'opposition, la personne peut s'opposer. Donc, c'est un droit d'opposition à la réutilisation de ces données à des fins secondaires, qui est un droit
qui est un droit sui generis, ça c'est quand même important. Ce n'est pas le droit d'opposition du RGPD, il est renforcé, puisqu'il est sans condition. On n'a pas besoin d'invoquer un quelconque motif à l'appui de ce droit. Et donc, la personne à qui on l'oppose ne peut pas l'écarter. Sauf exception, parce qu'il y a toujours des exceptions, évidemment les juristes on adore ça. Donc les États membres peuvent, s'ils le souhaitent, finalement limiter ce droit d'opposition. Donc ça, on reconnaît bien des mécanismes qu'on connaît, qu'on pratique déjà en France, qui sont déjà prévus par le RGPD, qui sont déjà mis en œuvre dans le cadre de certaines autorisations de la CNIL, dans le cadre de certains, notamment les bases principales du SNDS par exemple, sont soumises à cette limitation du droit d'opposition. Donc cette limitation du droit d'opposition, elle est donc d'abord, c'est un mécanisme qui est laissé à l'appréciation des États membres. Donc nous, clairement, en France, je pense qu'on l'actionnera, puisque c'est aujourd'hui déjà le cas. Et elle est limitée et vraiment encadrée, cette limitation. Elle ne peut... donc ça veut dire que pour un certain nombre d'organismes qui doivent être des organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public, et pour certaines finalités de réutilisation secondaire, qui sont les finalités classiques qu'on connaît, intérêt public, recherche scientifique avec intérêt public et tout ce qui relève finalement des politiques publiques, eh bien, pourront obtenir un jeu de données alors même que la personne s'était opposée à la réutilisation de ces données à des fins secondaires. Voilà, c'est le mécanisme qui a été prévu. Alors, il est un peu différent de la manière dont s'exerce aujourd'hui le droit à la limitation, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on écarte le droit d'opposition, on le fait au moment de la collecte. Et on informe la personne, on ne lui dit pas « tu peux exercer ton droit d'opposition et demain il pourra être limité dans le cadre d'une réutilisation ». On lui dit « tu peux l'exercer tout de suite » ou pas. Ou alors il est écarté, donc tu ne peux pas t'opposer. Les données, elles sont collectées et c'est obligatoire. Donc c'est un peu une construction... ça, c'est le fruit des compromis, des règlements européens. Mais en tout cas, c'est un mécanisme qu'on connaît et qui est important, puisqu'il est vrai que pour certains types de réutilisation secondaire, il est important d'avoir un échantillon total de la donnée pour pas qu'il y ait de biais et pour pas que les résultats soient faussés. Et sur le droit à l'information renforcé, sur la transparence vis-à-vis de la personne concernée, donc ça c'est vraiment au cœur des missions du HDAM, de l'organisme responsable de l'accès aux données. Il lui appartient de donner toute transparence sur tous les permis ou les autorisations d'accès qu'il délivre, sur à qui il délivre ces autorisations d'accès, pour quelle finalité, sur quelle base légale, bien identifier les réutilisateurs de ces données et puis permettre évidemment aux personnes concernées d'exercer leurs droits et notamment leur droit d'opposition selon des modalités qui vont devoir être définies et qui en effet vont certainement être assez complexes à mettre en œuvre. Ça, je crois qu'on en est bien conscient, puisqu'en pratique, ça va être compliqué dans certains cas de mettre en œuvre effectivement ce droit d'opposition. Ça fait partie des défis un petit peu de la mise en œuvre du règlement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'organisme responsable de l'accès aux données doit aussi communiquer sur les résultats issus de ces réutilisations secondaires. Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant en termes de transparence vis-à-vis du grand public, mais pas que. En tout cas, c'est un point important, je trouve. En ce qui concerne concrètement l'effectivité des droits des personnes, alors j'ai mis certains numéros d'articles, je m'en excuse, ce sont les numéros temporaires de la version qui est actuellement en ligne. Évidemment, du coup, ils ne resteront sûrement pas numérotés de cette sorte-là, mais c'est juste que j'ai considéré que c'était quand même intéressant si vous vouliez aller revoir le texte, qui aujourd'hui n'est disponible qu'en anglais. Je terminerai à la fin pour vous expliquer un peu la suite du processus de promulgation du règlement. Donc ici, sur l'effectivité des droits, le règlement prévoit des actions possibles individuelles, collectives. Donc pour faire simple, le citoyen il peut s'adresser à l'autorité de son pays.
Donc autorité de santé numérique s'il est sur du primaire, HDAP s'il est sur de l'utilisation secondaire, ou indifféremment à la CNIL s'il le souhaite finalement, s'il s'agit d'un exercice d'un droit sur ses données personnelles. Mais même s'il s'adresse à l'autorité et qu'il aurait dû aller vers la CNIL, ben, c'est l'autorité qui va ensuite transmettre les éléments à la CNIL, et la CNIL, en France en tout cas, qui instruira. Donc vraiment, l'accent est mis dans le règlement sur l'absolue nécessité de mettre en place un système simple, facile, en ligne, quoi, de dépôt de plainte, clairement. C'est vraiment la philosophie et l'objectif. Et il y a possibilité, du coup, que la personne se fasse représenter par une association de consommateurs, par exemple. C'était une forte demande, d'ailleurs, de la part des associations de consommateurs. Et il y a possibilité d'obtenir aussi réparation du préjudice éventuellement subi. Donc il y a des droits quand même qui sont assez renforcés sur ces questions-là. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie effectivité, ou en tout cas garantie attachée à ces droits-là. Et je terminerai peut-être sur la question de la localisation, on va dire des débuts d'une souveraineté européenne. On a beaucoup bataillé, même si je n'ai pas le droit de le dire, sur ces questions. Vous pouvez faire un jeu et comparer. La proposition initiale de la Commission ne disait pas un mot de ces questions. Il nous paraissait impossible d'imaginer de ne pas évoquer ce point, alors qu'on parlait du premier espace sectoriel de données et que ce premier espace concerne les données de santé qui sont particulièrement sensibles. Donc évidemment, on espère que c'est une première graine qui va germer et qui va infuser aussi sur les autres espaces sectoriels. Donc je crois que c'est vraiment un aspect important. Donc finalement, le texte embarque certaines dispositions qui se limitent pour le moment à des questions de localisation du stockage des données. En ce qui concerne l'usage primaire, le texte dit que les États membres peuvent exiger des mesures spécifiques de protection en raison du caractère sensible des données, notamment la localisation. Bon, je ne suis pas certaine que cet article était juridiquement indispensable, mais en tout cas, puisqu'il dit juste les États membres peuvent, on a envie de dire oui, encore heureux, pardon, mais en tout cas, ça va mieux en le disant. Au moins, il y a un article qui évoque ce sujet-là. Et pour l'utilisation secondaire, aussi paradoxal que ça puisse paraître à certains lecteurs, car dans l'utilisation secondaire, on est souvent sur des données qui sont pseudonymisées, donc moins directement identifiantes, donc peut-être d'une certaine manière moins directement sensibles. Ça, c'est un débat qui peut rester ouvert. Mais du coup, pour ces données-là, parce que ce sont les organismes responsables de l'accès aux données qui vont les mettre à disposition et que ces organismes sont des organismes publics, le règlement prévoit une obligation pour ces organismes-là, donc peut-être demain le HDH, qui par ailleurs se trouve soumis désormais à une obligation la même depuis la loi SREN qui a été adoptée il y a très peu de temps, eh bien, ils doivent stocker leurs données sur le territoire de l'Union européenne. Alors, il y a quand même une exception qui a été prévue dans le texte, qui ouvre la possibilité de stocker et de traiter ces données sur le territoire d'un pays reconnu adéquat au sens du RGPD. Voilà. Donc ça peut paraître un peu, on va dire, résiduel, parce qu'on ne parle que de localisation. On aurait pu imaginer qu'il y ait d'autres règles encore plus renforcées sur la souveraineté, mais c'est un premier pas, et en tout cas pour nous c'est extrêmement important que le premier espace sectoriel évoque ce sujet-là. Et puis bien sûr, le règlement, par ailleurs, prévoit une articulation avec les dispositions de l'article 45 du RGPD, et il prévoit que tous les transferts de données doivent être bien sûr conformes au RGPD, mais ça c'est un peu une évidence, mais ça permet de clarifier aussi finalement l'articulation entre les deux textes. Peut-être pour terminer sur l'application, l'entrée en application de ce texte. Donc vous l'avez vu, le Conseil, je crois que c'est la Commission, a mis en ligne sur son site une version
qui est une version un peu draft du texte. C'est la version qui a été adoptée officiellement, hein. Et du coup, là, on rentre dans une procédure dite de corrigendum, donc c'est les juristes linguistes de la Commission, du Conseil et du Parlement qui se réunissent pour mettre au propre, parce que je ne sais pas si vous avez vu, les articles ne sont pas dans l'ordre, enfin c'est vraiment un peu un brouillon, quoi. Donc pour le mettre au propre, et puis pour surtout adapter aussi la terminologie, parce qu'il y a des mots anglais du coup qui des fois ne sont pas tout à fait les bons. Donc il n'y a pas de vocation aucunement à changer le fond du texte, mais par contre la forme un peu, et dès qu'on touche à la forme, on peut aussi toucher au fond. Donc il y a une procédure qui est prévue pour ça, et les États membres, on va devoir revalider, nous, du coup, une version finalisée en anglais, avant qu'il y ait ensuite des versions traduites dans les langues de l'Union européenne. Et donc la publication au journal officiel de l'Union européenne n'est pas attendue a priori avant la fin d'année, peut-être même début 2025. Voilà, en raison des élections, de tout un tas de circonstances qui font que ça va prendre encore un peu de temps. Et ensuite, vous avez, j'imagine, parlé des dates d'entrée en application, qui, elles, sont différées dans le temps. Donc, on a des dates d'entrée en application ensuite qui sont 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans. Donc, on a le temps de s'y préparer et en même temps, ça va quand même arriver relativement vite. Donc, nous, en tout cas, dans le chantier d'adaptation du droit national, on s'y attelle déjà beaucoup pour préparer le terrain et préparer les modifications qui seront quand même importante chez nous, même si on a déjà beaucoup de... On part d'un existant important, mais il y a un certain nombre de points vraisemblablement à clarifier. Merci beaucoup.